Bonsoir à tous. Ce soir, dans Infopolitique en direct sur Télécréole, nous parlons agriculture et éducation. Avec Alain Cataille, qui est déjà sur le plateau, donc, qui est agriculteur et également syndicaliste à l'UFA, l'Union des forces agricoles. Donc nous allons parler également du salon d'agriculture qui a marqué un petit peu l'actualité la semaine dernière. Nous parlerons également de la prime bagasse qui, actuellement, secoue un petit peu le milieu agricole. Avec Daniel Amouni, nous allons parler, qui est donc le président de la FCPE Réunion. Nous parlerons des allocations familiales, on parlera des collèges, on parlera également des profs et aussi de la l'AFC que l'Union européenne reproche aujourd'hui à la France de ne pas avoir interdit, de ne pas avoir sanctionné les auteurs de fessées sur leurs enfants. Donc voilà le sommaire de la soirée. Donc on commence tout de suite avec Alain Cataille. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce salon de l'agriculture, c'était aussi beau que ça a été montré à la télé lorsque François Hollande est passé, lorsque Nicolas Sarkozy ou bien Marine Le Pen sont passés? Écoutez, pour moi, le salon, je me rappelle, le premier salon que j'ai fait, c'était en 1994. On parlait de 300 000 visiteurs. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 600 000. Moi, je crois que dans la vie d'un agriculteur, il est important de voir, ne serait-ce qu'une fois, un salon et de voir l'agriculture française exposée au grand public. Je crois que c'est important. Ça, c'est la vitrine. Ça, c'est la vitrine. Alors, on va venir. La vitrine, ça marche surtout pour ceux qui transforment les produits. Les ponches, les samoussas, tout ça, on le voit à la télé. Il y a même une entreprise réunionnaise qui a été primée là-dessus. Mais pour l'agriculteur que vous êtes, et pour ceux qui partent avec la chambre d'agriculture, quel est votre objectif quand vous partez là-bas? Écoutez, nous, à l'époque, l'objectif, c'était de faire découvrir aux agriculteurs les différentes méthodes de production, parce que ça évolue dans l'Union européenne avec les normes, etc. Aujourd'hui, les gens recherchent beaucoup une alimentation saine, donc avec souvent du poulet en plein air qui sera mieux valorisé que le poulet congelé, etc. Donc tout ça, c'est aussi d'inciter les agriculteurs, nos agriculteurs réunionnais, d'aller vers ce genre de produits, ce genre de transformation qui n'existe pas vraiment à la Réunion. C'est un paradoxe de voir un agriculteur de la canne à sucre partir sur l'agriculture en métropole. Oui et non, parce que beaucoup de produits en métropole, on associe l'élevage à la betterave, parce que le résidu de la betterave sert à nourrir les bêtes. À La Réunion, moi, je pense qu'on a un modèle agricole qui a fait son temps et qui mériterait demain d'être évolué ou revoir ou inventer un nouveau modèle agricole. Alors, avant de parler d'innovation, on va parler un petit peu de... Je vais revenir sur ce salon. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant qui pourrait être justement, et ça va faire la transition, qu'on peut transmettre à La Réunion, aussi bien dans l'élevage que dans l'agriculture, peut-être au niveau maraîcher cette fois-ci? Moi, je resterai sur l'élevage, après on parlera de maraîcher. Au niveau élevage, il y a déjà tout ce qui est recherche génétique. La recherche génétique est importante. Aujourd'hui, il faut savoir, à La Réunion, on fait aussi la pose d'embryons et l'insémination artificielle. Donc, pour améliorer les races et pour aller vers des rendements de viande beaucoup plus importants, etc. Oui, mais les éleveurs réunionnais, on voit que le fantasme métropolitain a perdu un petit peu de son attrait avec les maladies de la vache folle, avec la maladie de la vache folle. Il y a la leucose, je crois, actuellement qui actuellement pose des problèmes. Huguette Bello est intervenu au niveau de l'Assemblée nationale pour poser cette question. Est-ce qu'il faut encore aller chercher les limousines Non, là je ne parle pas forcément aller chercher des races venues là-bas. Mais disons que la méthode, aujourd'hui, on peut améliorer génétiquement à partir aussi de nos races sur La Réunion ou faire des mélanges. Mais moi, je crois... On n'est pas contraint par l'Europe sur ces races? L'Europe, effectivement, établit une feuille de route. Mais après, chaque département va aussi appliquer ce qui se fait dans le département. Moi, je ne vois pas pourquoi, quand il faut donner des aides ou aider l'agriculture, on arrive à moduler en fonction des départements. Hein. Je vais prendre un exemple simple. Hein. La Réunion, on est limité à 500-600 tonnes de canne. Le Prince Charles, c'est le citoyen européen qui touche le plus d'aide, je crois, ça se chiffre en millions d'euros. Ça, c'est un exemple, un excès de l'Europe. Mais non, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Il faut avoir la volonté politique, il faut avoir des hommes politiques qui sont prêts à défendre l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus défendue. Et puis, il faut aller convaincre au niveau de l'Europe, ses dirigeants, qu'il ne faut pas prendre tout ce qui se fait en métropole, un calque, et l'emmener à La Réunion, mais qu'on a aussi un savoir-faire à La Réunion, qu'on a des potentiels, on est prêt
à améliorer, à discuter, à aller voir ce qui se fait ailleurs. Les bâtiments d'élevage sont des beaux bâtiments d'élevage avec des panneaux particules, etc. Ce qui fait qu'ils nous donnent aussi des idées pour évoluer ici au niveau de la Réunion. Maintenant, ces bâtiments d'élevage, il faut qu'ils soient anticycloniques. D'une part anticyclonique, mais le coût impose quand même une autre productivité et une autre rentabilité. En métropole, l'environnement est beaucoup plus vaste et les coûts peut être rentabilité plus facilement. On est sur une île qui fait 2500 km². Est-ce que faire investir autant, est-ce qu'on peut le faire? Et est-ce que c'est viable financièrement? Je vais vous étonner, M. Ramoudou, parce qu'à mon grand étonnement, j'ai trouvé des producteurs de bâtiments qui faisaient des prix qui étaient 50% moins chers qu'à La Réunion. Et quand on regarde certains au niveau du matériel agricole, c'est à 50% moins cher qu'à La Réunion. Alors moi, je ne crois pas qu'à La Réunion, il n'y a que le transport et l'assurance qui fait que les prix sont aussi chers. Il y a aussi des gens qui exagèrent un peu au niveau de la marge. À cause du monopole? À cause du monopole et à cause de le fait qu'on soit éloigné, qu'on n'a pas les possibilités d'aller chercher dans un département à côté. Quand vous prenez un gars qui habite au centre de la France et qui va voir son concessionnaire pour acheter un tracteur ou quoi que ce soit, si c'est trop cher, il va voir ce qui se passe à côté. Et des fois, il n'hésite pas à aller même en Espagne, en Belgique, etc. Nous, on est coincés ici sur une île et on a pratiquement 50%, voire plus sur certains produits agricoles. Moi, j'ai vu des hangars qui étaient à moins de 500 € le mètre carré. Ici, bon, j'ai pas de dot de prix, j'ai pas emmené des prix, mais des fois, ça nous coûte beaucoup plus cher. Alors, comment faire aujourd'hui pour l'élevage? Ces hangars que vous avez vus, comment les faire à La Réunion? Est-ce qu'on peut les faire dans les Hauts? Je vous dis, j'ai discuté avec l'entrepreneur qui faisait ça, juste une petite parenthèse. Il y avait des commandes sur La Réunion. Ils mettaient tout dans les conteneurs, ça arrivait en kit, à charge à l'agriculteur ou à celui qui avait acheté de le monter à La Réunion. Et ils étaient prêts même à envoyer des techniciens pour le montage à La Réunion. Et il m'a montré ses carnets de commandes avec le nom des gens qui avaient acheté à La Réunion. Et il y avait des gens qui avaient passé commande au niveau du salon ou autre pour avoir ces bâtiments ou des hangars qui peuvent servir à autre chose, de stockage de matériel, etc. C'est quand même paradoxal qu'on puisse aller acheter un bâtiment en kit en métropole, alors que c'est vraiment moins cher finalement d'acheter en métropole. Chacun trouve son bonheur. Après, à La Réunion, il y en a qui préfèrent avoir la sécurité. Mais moi, je dis aujourd'hui, on a un gros souci dans l'agriculture, c'est les prix, c'est les coûts de production. On ne pourra pas continuer à produire ainsi et on n'arrive pas à maîtriser les charges. Moi, je vois par exemple au niveau des intrants, en quelques années ou chaque année, on a des intrants qui passent. Quand on parle des intrants, on va préciser quand même pour ceux qui regardent, préciser que c'est quoi les intrants. Alors les intrants, c'est les herbicides, l'engrais, etc. Je citerai un exemple sur l'engrais. J'étais invité chez un agriculteur à Metz, près de Luxembourg, et il m'a fait visiter son concessionnaire, son vendeur d'engrais et tout. L'engrais est livré à 450 € la tonne. À la tonne sur l'exploitation. Ici, on est à 680 €. Bon, moi, je veux bien croire que l'octroi de mer et le transport. Il n'y a pas d'octroi de mer sur les produits agricoles. Il n'y a pas d'octroi de mer sur l'engrais. Il n'y a pas de TVA. C'est une TVA non PSU. Il y a le transport et l'assurance. Donc, oui, c'est un produit dangereux. Après, moi je veux bien, mais si personne ne contrôle tous ces produits, on est arrivé aujourd'hui, le cas par exemple d'un Cagné, qui n'arrive plus à maîtriser ses charges. Moi je prends un exemple. 2006, quand on signe la convention Cannes, l'engrais il tourne autour de 300 €. Aujourd'hui, l'engrais est à 680 €. On ne maîtrise plus les charges. On ne maîtrise plus les recettes. C'est combien d'importateurs il y a à La Réunion au niveau de ces produits, de ces intrants? Écoutez, au niveau de cet engrais, il n'y a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts de la main. Les plus gros sont les coopératives agricoles. Après, il y a quelques particuliers. C'est pas un paradoxe finalement qu'ils fassent de la marge sur ces produits pour les agriculteurs, ces coopératives qui, rappelons-le, sont dirigées par les agriculteurs eux-mêmes? Oui, maintenant après, il faudrait voir avec ces coopératives, ils trouveront toujours les moyens de nous dire qu'ils ont payé plus cher, etc. Il y a le transport. Les administrateurs sont l'ensemble des agriculteurs. C'est quand même. Si, quand ils font venir, ils font déjà de la marge pour eux, ils pénalisent ceux qui doivent en profiter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis qu'il faut de la transparence, il faut un vrai partenariat, il faut des vraies coopératives qui sont là pour travailler pour les planteurs. Il ne faut pas simplement des coopératives qui cherchent à faire des bénéfices de plus en plus chaque année et qui ne redistribuent pas les bénéfices
de ristournes à nos planteurs. Et c'est un paradoxe parce qu'avec une coopérative, ça permet d'acheter un gros volume, donc de diminuer les coûts de revient, surtout avant la vente, et on se rend compte que finalement, ça coûte plus cher. Ben, finalement, ça coûte plus cher. Hein. Moi, je dis que ça coûte plus cher. Maintenant, il faut qu'on arrive à se mettre autour d'une table et voir où c'est qu'il y a un os quelque part. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sucrent vraiment dessus, mais ce que je peux dire, c'est que quand on regarde les prix d'un agriculteur, que ce qu'un agriculteur va acheter en intrants et en matériel agricole, et moi, je dis clairement, il est à 50% moins cher qu'à La Réunion. Alors, on va revenir sur un exemple concret, le vôtre. Vous êtes donc agriculteur, cannier? Oui. Maraîcher ou cannier? Non, cannier. Moi, je fais de la canne. Alors, là-dessus, aujourd'hui, vous avez besoin de combien quelle est votre quantité d'intrants? Écoutez, moi, aujourd'hui, j'utilise environ 50 tonnes d'engrais. Et après, l'intrant, ça, en euros, 5 à 600 euros par hectare d'intrants. Mais ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de produits qui ont été retirés du marché parce qu'ils ne respectaient pas les conditions environnementales. Donc à l'époque, on avait des produits, on faisait un passage, c'était terminé, on faisait une retouche. Aujourd'hui, il faut pratiquement faire 3 passages d'herbicides pour avoir des champs de canne bien entretenus. Les produits sont tellement sélectifs qu'ils ne vont pas tuer certaines variétés de graminées. Tout ce qui est ligneuse, par exemple. Donc il faut revenir à chaque fois. Et ça, c'est des graminées, ce sont les petites herbes. Hein, les herbes qui ont des graines, les graminées. Et après, il y a des herbes qui poussent par des racines, par les rhizomes. Donc ce sont des herbes beaucoup plus résistantes. Donc souvent, on vient ça en flash, on les traite directement sur la plante, etc. Mais on arrive à éliminer une grande partie des graminées en faisant du pré-émergence. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'herbicides sont sélectifs. Il y a beaucoup d'herbes qui vont passer au travers, entre autres les ligneuses, tout ce qui va... les lianes, voilà, qui va tuer la canne, qui est une concurrence qui va pousser beaucoup plus rapidement que la canne. Et tout ça emmène des coûts supplémentaires, plusieurs passages de tracteurs. Et comme les terrains ne sont pas mécanisés à La Réunion, ça nécessite carrément la main-d'œuvre ou l'agriculteur qui va. Donc aujourd'hui, l'agriculteur souvent est dépassé par la gestion de ces herbes dans son champ. Et ça dit, il y a des pertes au niveau des rendements, il y a des pertes au niveau carrément du revenu. Hein. Donc ce qui fait que l'agriculteur a une situation difficile. Ce qui augmente le coût de production, le coût de production. Ben oui, ça augmente le coût de production. Moi, je vais vous donner un exemple. En 2006, quand on a signé la convention Cannes, on payait une tonne d'engrais dans les 300 euros et il fallait à peu près 150 euros d'herbicide pour traiter 1 hectare de canne. Aujourd'hui, on va acheter cet engrais autour de 680 voire 750 euros et il faudrait entre 300 et 500 euros pour traiter 1 hectare de canne et avec plus de passages. Donc ça veut dire soit on fait appel à la main-d'œuvre, soit on travaille beaucoup plus et pour gagner beaucoup moins. Donc là, il y a quelque part quelque chose qui ne marche plus, quoi. Alors, on va revenir au salon finalement. Est-ce qu'il y a une autre méthode de travail pour pouvoir, d'une part, utiliser moins ces produits, ces herbicides et ces... Vous avez dit tout à l'heure les engrais. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Est-ce que vous avez vu un autre moyen en métropole qu'on pourrait un peu, je dirais, calquer à La Réunion? Oui, il y a d'autres moyens. Il y a aujourd'hui des méthodes qui fait qu'on va traiter à la demande. On ne traite plus systématiquement. Il faut savoir qu'en métropole, les agriculteurs travaillent vraiment sur du plat. Actuellement, les agriculteurs travaillent avec des drones. C'est-à-dire qu'ils vont faire survoler le champ et ensuite permettre de traiter vraiment là où il y a nécessité ou de fertiliser là où il y a la demande. Moi, je pense qu'à La Réunion, si on met vraiment... On s'y met tout le monde pour mécaniser certaines surfaces. Hein, utiliser un drone également? Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Demain, si on arrive à bien mécaniser les surfaces de canne, on peut utiliser et à partir de là baisser les intrants et voir, par exemple, au niveau de la matière organique, hein, si on peut amener la matière organique animale, donc baisser au niveau de l'engrais chimique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que la difficulté qu'on a pour ramener ces matières animales au champ, donc on préfère utiliser l'engrais chimique. C'est-à-dire pour l'épandage? Pour l'épandage, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus propre, quoi, je veux dire. Parce que sur un terrain très escarpé, l'épandage, même avec un petit avion ou un ULM mais même avec un tracteur, c'est difficile. Avec un tracteur, c'est difficile. On ne peut pas rouler, on ne peut pas régler les machines, on ne peut pas rouler. Aujourd'hui, c'est pour ça, moi, je dis qu'il faut notre modèle agricole. Quand on regarde l'évolution des champs de canne à Maurice, ça fait 20 ans qu'ils épient, etc. Ici, nous, on a fait l'effet contraire. On a fermé tous les SICA.
Il n'y a plus d'organisme de travaux agricoles. Un agriculteur qui veut replanter aujourd'hui, c'est un vrai parcours combattant. Soit il s'équipe avec de gros tracteurs pour faire sa charrue, etc. Mais comme l'exploitation est petite, le modèle est très petit, donc il ne pourra pas investir. Et à partir de là, ça devient difficile, donc les gens font le strict minimum. Même de vous mettre en coopérative pour vous prêter vos matériels agricoles, vous ne le faites pas? Le problème effectivement, ça c'est une méthode de travail. C'est peut-être une utopie, hein. Non, c'est une méthode de travail qui développe beaucoup en métropole, parce que j'étais chez des agriculteurs, j'ai vu qu'ils achetaient du matériel, des fois avec un, avec l'autre, etc. Ils avaient plusieurs coopératives. À La Réunion, c'est pas encore dans les mentalités. C'est pas encore dans les mentalités. Chacun sur chacun. Chacun sur chacun, comme on dit, hein, effectivement. Et les gens sont très matérialistes. Ils aiment bien avoir leur propre tracteur, leur 4x4, etc. Et souvent, ça pose problème, vu la petite taille, et ça pose problème aussi au niveau de l'investissement dans ces machines. Ça va devenir une nécessité, parce qu'aujourd'hui, on a vu dans la politique mise en place, les petites exploitations sont de plus en plus absorbées ou fusionnées pour qu'on ait des exploitations de taille moyenne pour que ça soit rentable. Alors, oui, mais en même temps, le dire de cette façon, c'est faire croire qu'on veut faire disparaître les petits planteurs. Non, on ne veut pas faire disparaître. Il y a quand même eu pas mal de régressions en termes de nombre. Mais si on fait rien, ça se régule tout seul. On voit très bien qu'à La Réunion, la friche descend. Les gens ont tendance à abandonner les zones les plus difficiles à travailler. Et les gens vont essayer de travailler sur les zones les plus faciles. Parce qu'on en revient toujours au même modèle qu'on essaye d'imposer, c'est un modèle mécanisable, c'est-à-dire où on peut utiliser la mécanique, où on n'a pas besoin de trop de main-d'œuvre, où on essaye de faire une rentabilité par rapport, et là je reste sur tout ce qui est canne, par rapport au prix du sucre. Écoutez, moi je dirais que La Réunion n'est pas encore à ce stade. On n'est pas encore à ce stade, on est sur un modèle de 76. Le colonnage. Où la SAFER a été installée, où on a installé souvent des salariés d'usine, donc des l'OpenTA qui font entre 5 et 6 hectares, donc qui va faire 300-400 tonnes de canne. C'est un paradoxe de voir l'ouvrier agricole qui travaille à l'usine, de livrer sa canne à l'usine également. Oui, mais aujourd'hui, ce sont des enfants d'ouvriers agricoles. Donc, mais c'est des surfaces qui sont assez petites, donc il faut aujourd'hui avoir une vraie réflexion et un autre modèle agricole. On peut imaginer, par exemple, de dire, à La Réunion, on replante à peu près 4000 hectares de canne par an. C'était dans la moyenne. On prend 2000 hectares chaque année, on trouve les moyens pour aider l'agriculteur pour qu'il mécanise. C'est-à-dire, aujourd'hui, il existe du matériel pour broyer ces galets. On n'a même plus besoin de les enlever. On peut les broyer sur place et puis mécaniser ces parcelles. Et dans 10 ans, si on fait 2000 hectares chaque année, dans 10 ans, on a 20 000 hectares. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'hectare pour la canne est plus ou moins à 23 000 hectares. 23 à 26 000. C'est un chiffre par le. Oui, c'est selon. Bon, moi, le chiffre que j'ai, c'est 23 000. On a récupéré un peu de terre sur les antennes 4, antennes 5, etc. Donc certains parlent de 26 000, d'autres parlent de 23 000. Effectivement, aujourd'hui, il y a. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a au niveau de l'administration, qui nous obligent à chaque replantation de mesurer exactement la parcelle. Et je pense que dans quelques années, on aura effectivement les surfaces exactes. Aujourd'hui, pour un planteur, pour un exploitant agricole, quelle surface minimum dont il a besoin avec les coûts actuels, les coûts de production actuels, pour que ce soit à la rigueur, je ne dirais pas rentable, mais au moins qu'il puisse avoir un salaire et espérer avoir une retraite? Alors, moi, je raisonnerais autrement. Moi, je disais, il faudrait prendre la réflexion autrement, en disant quel revenu veut l'agriculteur avant qu'il s'installe. Si un agriculteur veut dire je veux 2000, 2500 euros, un revenu des techniciens, la surface importe peu. Bon, après, si on reste en canne, si on fait de la canne pure, comme moi, il faut compter au moins 15 à 20 hectares. Entre 15 hectares pour commencer à être rentable. Maintenant, on peut associer la canne, les gens qui vont faire de l'élevage, des gens qui vont faire un peu de maraîchage, sachant que le maraîchage restera uniquement sur le marché local, parce qu'on n'exporte pas. On n'a pas les moyens non plus d'exporter dans les îles aux alentours, dans les marchés aux alentours, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Et ce serait plutôt l'inverse. Au niveau de l'élevage, c'est pareil. Au niveau de l'élevage, on a tendance à essayer de combler le marché local. Il faut savoir aujourd'hui en France, il faut savoir sur la France, qui était un exemple au niveau de l'élevage, entre autres la volaille. Aujourd'hui, beaucoup de poulets consommés en France viennent du Brésil. Et les abattoirs français sont en train de se casser la gueule et fermer. On a vu à la télé, on a vu, oui. etc. On a vu Bourgoin, entre autres. Parce qu'on a des coûts de production au Brésil qui est très bon marché et qu'aujourd'hui, les producteurs français ne peuvent pas faire face à ça. Par contre, ils vont jouer sur la qualité. Alors, à l'abri, on a une structure
qui est ce qu'elle est, qui est assez protégée effectivement à travers des coopératives, mais on n'est pas à l'abri aussi non plus de ces exportations. Oui, mais on a ce qu'on appelle des impératifs. Entre faire un poulet en 40 jours ou le faire en 4 mois ou 6 mois, il est clair que la qualité de la viande n'est pas la même. Oui, mais mettez-vous à la place de la ménagère qui va acheter, qui trouve de la viande à un prix dérisoire et de l'autre côté un poulet assez cher. On va dire un poulet fermier. Un poulet fermier Oui. qui va coûter autour de 15 € le kilo. Donc souvent, c'est par nécessité qu'elle va préférer Ah non, tout à fait, bien sûr. de s'orienter vers l'autre parce que son porte-monnaie ne le permet pas. Oui. Mais il est clair qu'aujourd'hui, si nous on est calqué sur la métropole, en France, ils n'ont pas, ce gouvernement-là en tout cas, n'a pas voulu appliquer par exemple la TVA sociale sur les produits qui rentrent en métropole, de façon qu'à les mettre au même prix, ou plus ou moins au même prix des produits français. Ils n'ont pas voulu appliquer certaines règles qui permettaient par exemple l'embauche des étrangers, mais à un prix dérisoire. Au salaire de leur pays, mais il faut savoir que l'Allemagne le fait. Alors la France qui était l'Allemagne n'appliquera qu'à partir de maintenant ou après un SMIC linéaire. Avant, c'était un SMIC en fonction de ce que décidait l'entrepreneur. Ce qui amène l'Allemagne à être premier aujourd'hui devant la France en termes de produits agricoles maraîchage. Et avec un taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui a augmenté de 6,6% et qui aujourd'hui est à 13 millions pour une population de 60 millions d'habitants. Non, ça c'est des exemples. Je ne dis pas forcément il faut aussi le faire. Voilà. Compte du contexte. Maintenant, nous à La Réunion, c'est vrai qu'on est un peu protégé. Il y a l'île. Il y a de la viande d'importation qui rentre. Il y a une production locale qui se fait, mais on n'est pas à l'abri que cette production, demain, elle est très concurrencée. Elle est déjà concurrencée par l'importation. Aujourd'hui, on a du mal à grignoter des marges de progression sur les importations. Je dirais même que l'importation grignote sur les marges de production à La Réunion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'agriculture à La Réunion est très fragile. La canne restera le pilier, à mon avis, de l'agriculture réunionnaise. Là-dessus, d'une part, il nous reste moins de 10 minutes, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Il y a d'abord cette chose-là. Sur le coût de production, on voit que l'agriculture se modernise. On le voit avec l'abattoir de l'étang salé. Ça, en tout cas, la modernisation est mise en place. Ça a été financé donc entre autres par la région. Mais là, sur ce que doit faire l'agriculteur pour la canne à sucre aujourd'hui, sachant que les 38 millions promis par le président de la République au mois d'août n'est toujours pas validé par l'Europe, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez maintenir ce coût de production pour une rentabilité ? Aujourd'hui, il est clair que moi, personnellement, je dis que dans la canne, déjà, il faut un vrai partenariat. Vous savez, qu'est-ce qui m'est arrivé au salon ? Il y avait un stand des terroirs. Il y avait un gros stand sur le sucre. Donc j'y étais. Et il se vantait que la France est le premier producteur de sucre de betterave au niveau mondial. Il est normal parce que 75 voire 80% du sucre consommé dans le monde sont du sucre de betterave. Et à aucun moment, Tereos parle de La Réunion. J'ai été voir le représentant en disant « Monsieur, La Réunion », il m'a dit « Oui, mais on ne comprendra pas, vous voyez, on est ici en France, etc. » Non, moi je crois qu'aujourd'hui, Tereos se comporte non pas comme une coopérative à La Réunion, mais vraiment comme si il venait faire de la cueillette. C'est-à-dire, il venait récolter ses cannes, etc., et ses subventions. Il y a 44 millions d'euros qui ont été donnés pour acheter la canne. Donc aujourd'hui, les Tereos, et ça a été dit dans le rapport de M. Fruito, achète notre canne à 18 euros. En 86, elle achetait à 39 euros. Aujourd'hui, elle achète à 18 euros. Les 38 millions vont être un complément. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, il faut qu'il y ait un vrai partenariat pour que les agriculteurs puissent aussi, qui sont les premiers maillons de la chaîne, puissent vivre, puissent dégager un salaire suffisant. Parce qu'aujourd'hui, on a vu... Quel est le salaire d'un agriculteur aujourd'hui à La Réunion, en moyenne ? Écoutez, il y a beaucoup d'agriculteurs, tous les agriculteurs qui sont sur des lots de 5 hectares, qui représentent 90% des agriculteurs, font en moyenne 500 euros par mois. Souvent un peu... salaire ? En salaire. Ce que touche le RSA. Ça aussi, c'est décevant. Et ces personnes-là, quand ils sont à la retraite, leur retraite est à combien ? Moi, je peux vous dire, beaucoup de personnes vont toucher à peu près 200 euros de retraite. Jusqu'à 65 ans. Après, ils ont le minimum vieillesse qui va tourner autour de 350, 400 euros à peu près. 400 euros. 400 euros à peu près. 400 euros. Alors, tu vois, c'est un paradoxe parce que vous travaillez beaucoup et du jour au lendemain, vous vous trouvez à la retraite,
avec une retraite presque misérable. D'accord. Et ce qui nous amène à la bagasse, parce qu'il nous reste moins de 5 minutes maintenant, cette prime à la bagasse, aujourd'hui, elle était de 13 euros lorsque le Premier ministre de l'époque, François Fillon, est venu l'annoncer dans un champ de canne à Bras-Panon. C'était à 13 euros. Depuis, ce 13 euros, la tonne de canne de bagasse est passée à combien? Alors, elle était à 13 euros, mais il faut savoir qu'elle a toujours été payée à 11,50 euros à peu près aux agriculteurs, avec une pointe en 93 à 13,68 euros. Et aujourd'hui, sans discussion, elle est payée à 9,41 euros. Moi, je dis clairement, c'est du vol. C'est du vol de la part du préfet de la Réunion et de la DAF. Pour le préfet, on essaie de trouver l'occasion de lui donner la parole sur cette Pourquoi je vous explique? sur ce point. Parce que l'État devait compléter cette prime bagasse quand la bagasse est plus chère que le charbon. Et aujourd'hui, l'État n'a pas versé à l'EDF. L'EDF nous dit carrément que nous, on vous a payé notre part et qu'il faut aller chercher ailleurs. Donc c'est l'État qui doit payer l'autre partie? Aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur. Quand on va voir l'EDF nous dit c'est l'État. Quand on va voir l'État nous dit non, ben nous, c'est pas nous, c'est le prix du charbon qui a baissé. Et les industriels, ils font la sourde oreille. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On ne sait même pas combien a été payé, on ne sait même pas ce qui a été donné aux planteurs. Alors, vous êtes donc syndicaliste, vous êtes donc à l'Union des forces agricoles. Est-ce que vous allez préparer des manifestations pour ces revendications? Écoutez, aujourd'hui, on est encore au stade du dialogue, puisque le mois de janvier, beaucoup de gens étaient en métropole. Donc on n'a pas pu rencontrer des gens. Aujourd'hui, on a pris des rendez-vous à droite, à gauche. Il est clair que pour un planteur, s'il ne nous paye pas nos 13 euros, il faut qu'on arrive à mettre des actions en place. Après, j'entends parler, dire qu'il faut 15 euros, 16 euros, 17 euros. On peut fantasmer, on peut dire 50 euros aussi. On peut vous promettre 20 euros et puis vous payez 9 euros. Ça ne sert à rien, toutes ces promesses. Je veux dire, on a signé un document pour 13 euros, on est payé aujourd'hui à 9,41 euros. C'est ça qu'il faut se retourner. Vers qui se tourner? On va se retourner vers l'État et vers qui de droit. S'il n'y a pas de dialogue, à mon avis, il faudrait que les agriculteurs descendent et bloquent la centrale thermique. Là sera le dernier ressort. Il faut un rapport de force. Vous avez vu en France sur plusieurs chantiers, là, sur le barrage, etc. D'ailleurs, c'est le président de la FNSEA qui s'est exprimé en dernier. Mais ce qui est dommage, il faut qu'on arrive à un rapport de force, on arrive à descendre dans la rue, on va emmerder tout le monde, on va empêcher les gens de travailler, on va bloquer la centrale thermique, il n'y aura plus de courant sur la Réunion, ça va poser problème, pour après nous dire, on vous paye l'excédent. Moi, je veux dire, on va favoriser le dialogue avant. Si ça n'aboutisse pas, à mon avis, il faudrait que les agriculteurs, avant la campagne sucrière, prennent leur destin en main et nous accompagnent et on bloquera la centrale thermique de Bordeaux. S'il n'y a pas ces 38 millions d'euros promis par le président, est-ce que ça aura un coût sur le... Moi, je vous dis qu'on va les avoir parce que vu que le président... Moi, je sais que les méthodes qu'ils vont utiliser, ils vont déconnecter le sucre de canne du sucre de betterave. Aujourd'hui, le marché du sucre de betterave de l'Europe, c'est 300 000 tonnes à peu près, voire un peu plus. La Réunion, on en produit 100 000 tonnes. Donc, on va payer les industriels à faire un travail qu'ils savent faire, c'est-à-dire à faire du sucre roux de la canne. C'est bien. Moi, je suis partenaire dans la filière canne, mais encore faut-il, et je répète, que ce revenu-là redescende chez les agriculteurs, que les agriculteurs puissent avoir une part du gâteau. Je vais conclure sur une boutade, puisqu'on arrive au bout de nos 30 minutes. Jacques Attali, donc, vous venez de dire qu'après la pénurie des carburants à la station, on n'aura plus d'électricité dans quelques temps. La Réunion fonctionne comme ça, vous avez vu. C'est une habitude ici, ça. Moi, je dirais, c'est devenu le folklore réunionnais. Il faut boucher la route. Il faut boucher, il faut descendre, il faut se battre pour avoir son dû. Les pompistes l'ont fait. Après, les pompistes, c'est les salariés de la SCPP. Après, c'était les transporteurs pour ceux les galets de la route littorale. Les galets aussi, on peut en parler aussi. Les Andins, on en reviendra avec les agriculteurs. Et demain, ce sera la bagasse non payée aux agriculteurs où il n'y a plus d'électricité. Voilà. Ça fait partie du folklore réunionnais. Et je crois que les gens aiment ça. Le préfet aime ça, la DAF aime ça. Donc, s'il faut le faire, on fera la danse qu'il faut faire chaque année. Alain Cataille, merci. Donc, je rappelle donc que vous êtes agriculteur, cagnier, que vous êtes également donc syndicaliste de l'UFA, l'Union des forces agricoles, et que vous avez été notre invité donc pendant ces 30 premières minutes. Merci. Donc, je vais vous demander de laisser la place à votre prochain invité. Allez-y. Je vous remercie et bonne soirée à vous. Donc, nous allons recevoir maintenant Daniel Amouni, qui est donc président de la FCPE, j'ai dit FDSEA, donc de la FCPE, donc, il est donc le président FCPE Réunion. Avec lui, nous allons aborder, asseyez-vous, nous allons aborder donc les problèmes de l'éducation. Nous allons parler de pas mal de choses, des allocations familiales entre autres. En décembre, on en a parlé. Actuellement, l'Europe veut sanctionner la France parce qu'on donne des fessées
aux enfants et que normalement l'Europe ne souhaite plus que ça se fasse également en France. Nous allons parler également des collèges qui ne seront plus transférés aux régions, qui resteront donc au collège. Ça est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale. Daniel Amouny, ça fait beaucoup de sujets quand même pour l'éducation. Oui, tout à fait. L'éducation est en... Bonsoir déjà. L'éducation est en mutation, je dirais, puisqu'il y a une volonté politique de faire de la jeunesse et donc de l'école une priorité. Et donc, il y a eu tellement de suppression de postes, tellement de remise en cause de ce nombre de problématiques au niveau de l'école qu'aujourd'hui, effectivement, ça fait pas mal de choses sur lesquelles on doit se pencher. On va commencer par quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir c'est quoi l'école ? Oui, redéfinir l'école. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt redéfinir le contenu. Je vais essayer d'être, je veux dire, caricatural. Il y a encore 30-40 ans, on sortait de l'école avec un bac ou avec un BTS, on devenait un site. Aujourd'hui, il faut un bac plus 5 pour passer le concours d'instituteur. Est-ce qu'avant, quand on disait « travaille bien à l'école pour réussir dans la vie », aujourd'hui, cet argument-là, il n'existe plus, parce qu'on peut bien travailler à l'école et se retrouver au RSA. La définition de l'école, la définition de l'éducation aussi, bien que l'école reste un cadre d'éducation. Alors justement, ma question, est-ce qu'il ne faut pas redéfinir l'école et l'éducation ? C'est vrai que par rapport à ce que vous venez de dire, il y a eu une évolution de la société, une évolution des compétences, et il faut être de plus en plus formé. On demande en tout cas à ce que nos enseignants soient de plus en plus formés. Donc il y a des programmes de formation qui sont mis en place. L'éducation doit évoluer avec son temps. Donc je ne dis pas qu'il faut tout réinventer. Non, il y a un existant. Il faut faire je dirais, assez régulièrement le constat, enfin le diagnostic de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et d'adapter l'éducation donc à l'évolution de la société. Mais je ne pense pas qu'il faille tout redéfinir. On ne jette pas tout. Oui, alors il y a eu l'année dernière, il y a eu la polémique sur la théorie du genre. Début d'année, il y a il fallait-il chanter la Marseillaise après ce qui s'est passé le 7 janvier. Il fallait-il que les jeunes parlent de ce qui s'est passé. Oui, la société se retrouve très tôt aujourd'hui dans les écoles. On reparle aussi de l'instruction civique, se mettre debout quand le professeur rentre. Ce sont des éléments d'éducation que notre génération a connus, mais apparemment qui n'a plus lieu d'être. Faut-il revenir aux uniformes à l'école? Autant d'éléments aujourd'hui que vous, en tant que président des parents d'élèves de la CPE, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tous ces éléments qui se posent, est-ce qu'il y a des débuts de réponse? Il y a beaucoup de choses, encore une fois, que je dis où c'est encore au stade de la réflexion. On est aujourd'hui en train de parler de la réforme des collèges. On a eu la réforme des scolaires. Cette carte scolaire, la redéfinition des REP, etc. Donc ça évolue en permanence. Effectivement, il y a des choses qui se faisaient avant, qu'on a plus ou moins abandonné. Juste pour rappeler que le REP, c'est les réseaux d'éducation prioritaire. Donc il y a des choses qui étaient bonnes, qui ont été abandonnées. Par exemple, l'instruction civique, la citoyenneté, la laïcité, ce sont des choses qu'il doit remettre. Bien sûr. Il faut, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'un certain nombre de ces valeurs, des valeurs de la République, ne sont pas assimilées ou ne sont pas même connues par un certain nombre d'élèves. Donc l'école est là pour former le citoyen de demain. Il doit lui donner toutes les bases, il doit lui apprendre à vivre ensemble, il doit lui apprendre les valeurs de la République pour qu'elle puisse s'intégrer et s'imprégner de nos valeurs pour pouvoir évoluer dans la société. Ce que vous dites, vos propos posent deux problèmes. Alors, il y a d'abord la posture des parents. Quel est le rôle des parents aujourd'hui dans cette éducation et qu'est-ce qui revient à l'instituteur ou au professeur? Alors, les parents, pour la FCPE, les parents est le premier éducateur de ses enfants. C'est encore vrai aujourd'hui? Ça n'est peut-être pas vrai certains peut-être l'ont oublié ou ont tendance à se défausser sur l'éducation nationale. Nous, notre propos, J'ai l'impression que l'école est devenue un peu une algarderie, une crèche. On a ce sentiment-là. C'est ce que nous, on combat. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Nous, on le rappelle et on le dit, il faut que le parent ait sa place dans
la communauté éducative. Le parent, c'est un partenaire de l'éducation, un partenaire de l'administration, un partenaire des enseignants pour apporter donc nous on est dans la coéducation pour permettre donc à nos enfants, à la fois à la maison, mais aussi à l'école, d'apprendre. L'école apporte un savoir, l'école apporte des compétences. L'éducation, c'est les parents. Alors pour l'école, c'est le conseil d'école où les parents ont accès. Et puis pour le collège et le lycée, c'est donc les conseils de classe et les conseils d'administration. Oui. Alors est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir vécu ça en tant qu'élève et en tant que parent, tout le monde, quand on voit un parent qui se retrouve un peu isolé, qui face à des personnes qui parlent bien le français et elle a du mal à mettre quelques mots, à aligner quelques mots, et je vais revenir à la question que je vais me poser, parce qu'aujourd'hui, il faut la formation des parents. Il faut effectivement accompagner le parent, donc le former, pour qu'il puisse pouvoir suivre la scolarité de leur enfant. Effectivement. Alors, on va utiliser le gros mot, la parentalité. La parentalité, englobe des choses, c'est beaucoup plus vaste. Ouais. Nous, on intervient, on va dire, en milieu scolaire, enfin, dans la scolarité de l'enfant. Bien sûr, on a des partenariats avec d'autres intervenants sur la parentalité, que ce soit l'UDAF ou autre, etc. Ce sont des partenaires. Mais nous, notre rôle, justement, consiste à accompagner les parents, à même servir d'intermédiaire entre le parent et l'administration, c'est de l'accompagner dans sa scolarité, l'aider à comprendre les rouages de l'administration, parce qu'on est souvent effectivement un peu perdu par rapport à ça, et donc c'est de ramener le parent vers l'école, c'est donc de l'accompagner dans tout, s'il rencontre des difficultés, de le conseiller dans l'orientation, etc. C'est le rôle d'une fédération de parents d'élèves, en tout cas la nôtre, et on est là aussi pour apporter une formation aux parents. Alors, la rencontre parents-professeurs, quand on voit aujourd'hui si un prof a le malheur de toucher un enfant ou de lui mettre une claque, souvent, en face, le parent n'accepte pas cette posture. Oui, c'est vrai. Et juste pour vous rappeler, quand c'était votre cas à vous, quand vous preniez une claque, en tout cas, vous ne le disiez pas à votre parent. On le disait pas parce qu'on avait un petit peu honte, c'est vrai. On avait un petit peu peur aussi de la réaction des parents. On va pouvoir en prendre une deuxième, mais est-ce que c'est la solution de frapper un enfant? Non, peut-être pas la solution, mais genre si ça peut, dans l'énervement, dans un geste. Justement, quand on est énervé, il faut savoir garder son sang-froid. Un enseignant est formé pour faire face à des situations et il n'a pas le droit, quelque part, de péter un câble. Pas en face d'un enfant. C'est lui l'éducateur, c'est lui qui doit enseigner à l'enfant les bonnes manières, je dirais. Le parent aussi, bien sûr, mais en classe... Il y a des professeurs qui nous regardent, de demander ce qu'on dit, oui. Tout à fait. Mais c'est leur rôle, au niveau de la salle, il y a le respect. Juste pour vous dire, essayez de vous mettre à la place d'un individu, homme ou femme, qui a 24 ou 25 élèves dans sa classe en une journée, ça c'est pour les professeurs d'école, et pour les professeurs de collège ou lycée, qui vont voir 5 ou 6 classes par jour, d'avoir ces enfants qui aujourd'hui n'ont pas la même discipline. Et vous pensez vraiment que tout individu est capable de se maîtriser pendant toutes ces heures de cours sans, à un moment donné, avoir envie de prendre ses affaires et partir? Au risque de peut-être contrarier les enseignants, ils sont formés pour ça. Et donc, si à un moment donné... Y compris psychologiquement. Ah ben ça, si c'est pas fait, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra rajouter au niveau de l'Institut de formation des maîtres, de l'ESP, pardon, qui aujourd'hui donc met en place des programmes pour justement former nos enseignants. Donc ils doivent aussi avoir ce côté maîtrise de soi. Et si effectivement il sent que peut-être qu'il va péter un câble, peut-être effectivement qu'il faut qu'il sorte prendre un petit peu l'air, ou peut-être faire appel à un collègue ou au directeur d'école ou au principal d'établissement, etc. Mais en aucun cas Pour vous, les profs sont bien formés aujourd'hui? En tout cas, il y avait à un moment donné un constat à la fois des enseignants eux-mêmes par l'intermédiaire d'un syndicat, mais au niveau de la FCPE, qu'il y avait donc une lacune à ce niveau-là. On avait supprimé les formations. Donc aujourd'hui, on a remis en place les formations. Il faut un certain temps pour que la machine se remette en route. Et nous, on a toujours demandé à ce que les enseignants donc, aient une formation adaptée pour pouvoir donc maîtriser sa classe et assurer ses cours. Bien sûr que c'est pas facile.
comme tout métier, chacun a ses difficultés, mais en même temps, ils doivent apprendre. Donc, ils doivent apprendre les élèves donc le respect, la politesse, etc. Mais eux-mêmes, ils doivent aussi être respectueux de l'enfant. Il faut rendre le cadre plus rigoureux, c'est-à-dire par exemple l'instruction civique, chaque matin, le port de l'uniforme, comme ça se fait dans au moins un collège privé de Saint-André. Est-ce qu'il faut remettre des cadres qui permettent aux enseignants de mieux cadrer justement les enfants? Il faut peut-être redéfinir un certain nombre de cadres, pourquoi pas. Ça, c'est, je dirais, le débat. D'aujourd'hui, je ne suis pas favorable au port de l'uniforme. C'est une position plutôt personnelle, parce qu'on n'en a pas débattu au sein de la FCPE, en tout cas pas ces derniers temps. Je ne pense pas aujourd'hui que l'uniforme résout quelque chose. L'instruction civique, chanter la Marseillaise le matin? Oui, comme je dis, apprendre les valeurs. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, je me rappelle qu'on, notamment au primaire, le matin, on assistait à la levée des drapeaux. Ouais. Oui, ça a été supprimé. Bon, il y a des pays où le matin, on chante l'hymne national, on va lever les drapeaux. Bon, est-ce qu'il faut aller jusque-là aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas, mais ça mérite débat. Mais je pense qu'il faut qu'on inculque. Je crois que vous avez dit que ça méritait des baffes. Non, des baffes, pas des baffes. Alors, revenir sur d'abord ce qui a été le débat au mois de décembre, c'est les allocations familiales. Les réduire un peu. Quelle a été la position de la FCPE à ce moment-là? Alors, déjà, si on prend... déjà, est-ce qu'il faut sanctionner les parents qui ne s'occupent pas de leur enfant, où la santé de l'enfant à l'école est trop importante? Est-ce qu'il faut sanctionner les parents? Alors, nous, la position de la FCPE a toujours été claire là-dessus. On est contre qu'on touche aux allocations familiales, puisque vous avez affaire à des parents qui sont déjà dans des situations difficiles. Okay. Et ce n'est pas en leur retirant encore des moyens qu'on va améliorer, voilà, on va plutôt aggraver la situation. Donc, ce n'est pas ça qui va faire que l'absentéisme va diminuer. Alors, entre la coercition et la prévention, quelle prévention? La prévention, elle doit se faire déjà bien en amont. Donc, ça veut dire qu'il faut, dès le plus jeune âge, il faut que les parents, donc, déjà, je dirais chez eux, c'est-à-dire que avant d'arriver à l'école, maintenant c'est 2 ans, 2 ans et demi, avant c'était 3 ans, donc il y a toute cette étape où le parent, avec son enfant, lui apprend un certain nombre de choses, et donc il commence à lui fixer un certain nombre de règles. L'enfant est en apprentissage depuis je dirais sa naissance, il apprend tous les jours. Il y a déjà une remise en cause justement de l'entrée de l'enfant à 2 ans et demi. Avant, l'enfant rentrait on va revenir à 40 ans, on va passer pour des vieux radoteurs, mais avant on rentrait à 6 ans. Oui. Aujourd'hui, on rentre presque à 2 ans et demi. Il y a de moins en moins de places. Les listes d'attente sont longues. Est-ce qu'il faut rentrer aussitôt à 2 ans et demi ou rentrer plutôt un peu plus tard à 4 ans? Aujourd'hui, il y a des études qui préconisent une entrée à 2 ans et demi. Alors 2 ans peut-être un peu tôt. On est toujours sur les chiffres de l'OCDE. Mais oui, on est aussi, nous en tout cas au niveau de la FCPE, nous avons des débats. Nous faisons des colloques, nous avons des intervenants, des chercheurs. On est en lien avec des chercheurs universitaires, avec des chercheurs. Alors, c'est-à-dire que quand nous prenons une position, ce n'est pas une position qui est prise à la légère. C'est qu'il y a eu un débat, il y a eu une recherche, il y a eu des échanges avec des scientifiques, etc. Et la FCPE se positionne ensuite par rapport à tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, nous on se réfère effectivement aux études. Ça a été le cas sur le rythme scolaire, et c'est le cas aussi donc là où il est pour la sociabilisation des enfants, pour l'éveil des enfants, il est préconisé une entrée en maternelle à 2 ans, 2 ans et demi. Moi, je dirais plutôt 2 ans et demi pour le moment. Mais après, c'est pas l'âge. C'est qu'est-ce qu'on fait? Quel est le contenu de ce que l'enfant doit, je dirais, apprendre, entre guillemets, en maternelle. D'autant qu'avec la mise en place, l'instauration du nouveau rythme scolaire l'année dernière, surtout les communes voient leur budget augmenter pour tout ce qui est périscolaire. Est-ce qu'il y a aussi le fait que l'État se décharge sur les communes et que les communes doivent de plus en plus trouver des recettes? On voit souvent l'augmentation des taxes, des impôts. Est-ce que c'est pas un peu une fuite en avant d'abord de l'État? Et est-ce qu'aujourd'hui, les communes peuvent prendre cette partie-là et se retrouver après à arbitrer, à faire des coupes sombres ailleurs? Et finalement, parfois, on se dit que l'éducation a un coût. Oui. Mais est-ce que c'est le vrai coût? Alors,
ça revient en fait à la première question. Qu'est-ce qu'on veut comme éducation? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Et pour nous, l'enfant, ce n'est pas un coût. L'enfant, c'est l'investissement. C'est un investissement pour l'avenir. Parce que tout... le mot est joli quand vous le dites, oui, il n'y a pas de problème. sûr. Mais moi, je parle de ceux qui regardent et qui doivent se dire les coûts, il faut aussi les avoir. Il faut avoir l'argent, y compris pour les parents. Oui, bien sûr, mais c'est une question, encore une fois, de priorité. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que la jeunesse, est-ce que nos enfants, c'est la priorité de notre société ou pas? Donc, effectivement, tout budget qui soit familial, entreprise ou collectivité, il y a un budget. Mais dans ces budgets, vous avez des actions qui relèvent de votre compétence et d'autres qui ne relèvent pas de votre compétence. Donc, ce qui relève de votre compétence doit être prioritaire. Donc, à partir de là, si on décide que l'éducation est une priorité pour notre société, eh ben, on met les moyens. Parce que ce que vous ne faites pas aujourd'hui pour les jeunes, eh ben, vous retrouvez ça 10 ans, 15 ans plus tard, avec la délinquance, avec des enfants décrochés scolaires, avec l'illettrisme, etc. Donc, vous allez mettre des moyens plus tard, alors que si vous les mettez au début, vous n'aurez plus à le faire après. Non, c'est juste ce que vous venez de dire, il n'y a pas de problème. Mais à côté, dites-vous bien qu'il y a le logement, il y a les voiries, il y a la consommation de l'eau potable, le fameux AEP. Il y a tout ça aussi. Je veux dire, l'éducation, ce n'est pas seulement un budget qu'on met sur l'école. C'est toute une société à construire pour ces enfants, justement. Et là, la question revient. L'arbitrage, à ce moment-là, n'est pas simple. Le logement, c'est une compétence de l'État, pas des communes, pas des collectivités. Mais c'est les communes qui lancent ces opérations. Elles lancent ces opérations d'aménagement, je suis entièrement d'accord, c'est eux qui définissent, mais la construction de logements relève de l'État, les financements viennent de l'État. Le transport, c'est le conseil général. Voilà. Donc chacun ses compétences. Après qu'il y ait des interconnexions, je veux bien, mais que chacun d'abord s'occupe de ses compétences avant d'aller faire autre chose. Est-ce que c'est aujourd'hui le social, c'est de la compétence du Conseil général, mais aujourd'hui, effectivement, nous avons des communes qui, depuis des années, lorsqu'on avait les moyens, je dirais, qui aussi se sont mis à faire du social parce qu'il y avait un besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, on parle de redéfinir les priorités ou l'éducation sociale, peut-être aussi qu'il faut qu'on redéfinisse aussi les priorités des communes. Alors, je vais revenir sur un point. C'est d'actualité depuis cette semaine. On a parlé de ce que l'Europe veut sanctionner la France parce que, justement, la France ne sanctionne pas les gens qui mettent des fessées à leurs enfants. Faut-il interdire la fessée? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, le débat ne se pose plus. La question ne se pose plus. Pourquoi? La France a signé la Charte des droits de l'enfant. Et à partir de là, cette charte s'applique et s'oppose. La France doit l'appliquer. Et en l'occurrence, tout ce qui est sévices corporels, donc tous les types de sévices corporels, de maltraitance envers l'enfant, la gifle, la fessée, etc., ce sont des choses qui sont interdites. Sauf qu'il y a une tolérance en France aujourd'hui où on se dit, et finalement, j'ai encore entendu dans certains débats dire que oui, mais une petite gifle de temps en temps, ça fait pas de mal. Vous savez, un adulte, lorsqu'il prend une gifle avec un autre adulte, il va porter plainte au commissariat pour agression. C'est vrai. D'accord? Mais quand on se permet de claquer son enfant, on trouve ça normal. Non, c'est pas normal. Pourquoi? C'est, en tout cas, de notre point de vue, un échec. De l'autorité ou de l'éducation? Un petit peu de tout. C'est-à-dire que ce n'est pas justement parce qu'on n'y arrive plus à un moment donné, parce que peut-être qu'à un moment donné, les choses ont un petit peu dérapé, on n'a pas su faire. C'est des choses que je comprends et je ne juge pas, on s'entend bien. Mais à un moment donné, lorsqu'on arrive à ce geste violent, malgré tout... Ça peut être un geste qui n'est pas violent. Alors, en ce moment, c'est pas une gifle. Non, je veux dire, la claque peut partir sans la colère, c'est juste pour marquer un arrêt. C'est une rupture, je dirais, dans le dialogue. Si Parfois, il ne faut pas le rompre, ce dialogue, parce que à force d'entendre toujours l'enfant ramener, parce que l'enfant sait que l'enfant a besoin de limites. Ça, tout le monde le sait. À un moment donné, il faut qu'il y ait une limite. L'autorité. Alors, comment mettre cette limite-là? Est-ce que le fait de mettre une gifle ou une fessée à un enfant, c'est marquer son autorité? Pour moi, non. Pour moi, encore une fois, c'est un échec dans la relation que j'ai avec mon enfant. C'est que j'ai pas su peut-être trouver les mots, j'ai pas su trouver les gestes, j'ai pas su... À un moment donné où il fallait peut-être punir, c'est-à-dire sévir, mais... alors, comment on punit alors?
Écoutez, moi si je prends mon cas, si vous voulez, moi mes enfants, d'ailleurs j'ai jamais mis de claque à mes enfants, ma fille a 19 ans, mon garçon a 14 ans, et ma dernière a 8 ans, ils n'ont jamais pris une claque, ils n'ont jamais pris de fessée. Et c'est pas pour autant qu'ils ne travaillent pas bien à l'école, c'est pas pour autant qu'ils sont pas polis, c'est pas pour autant qu'ils manquent de respect à leurs parents, mais c'est dans le dialogue, on discute, on punit s'il le faut. La punition, c'est privation des jeux vidéo, par exemple, ou du GSM, ou de l'ordinateur, etc. Ça suffit. Alors, peut-être que pour d'autres enfants, c'est pas suffisant, mais en tout cas, dans mon cas, ça fonctionne. Mais parce que derrière, j'explique aussi. J'explique pourquoi je te prive de ton jeu, pourquoi, etc. Et le discours que je tiens à mes enfants, c'est que oui, vous avez le droit de vous amuser, oui, vous avez le droit à un jeu, vous avez le droit au GSM, etc. Mais d'abord, c'est le travail à l'école, d'abord, c'est les résultats, etc. Donc, c'est la discussion. Je vais prendre l'extrême. Oui. Prenons quelqu'un qui travaille, qui part tôt le matin, 5h, 6h, qui rentre à 7h, 8h. Quelle est sa disponibilité pour faire ce que vous venez de dire? C'est sûr que c'est pas évident lorsqu'on a des travails qui sont contraignants. Je suis d'accord. Mais la vie, ce n'est pas que le travail. On a aussi une vie de famille, on a aussi des enfants. Il faut essayer de trouver du temps. Je dis pas que c'est facile, encore une fois, et je suis pas là non plus pour donner des leçons à qui que ce soit. On est bien d'accord. Mais on est parents. On est parents, même quand on est fatigué, en face de nous, on a nos enfants qui réclament notre attention, qui réclament notre amour, qui réclament d'échanger avec nous. Il faut pouvoir trouver encore, je dirais, la force quelque part de consacrer du temps à ses enfants. C'est pas facile. Et parfois, il m'arrive moi aussi de dire à mes enfants, ben, je suis fatigué ce soir, voilà, je vais aller dormir. C'est le contexte. En fait, oui. Je voulais montrer le contexte, c'est-à-dire qu'être disponible. Il y a aussi les parents qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, qui s'en occupent pas non plus. Hein. Il faut pas. Je prends dans un extrême, je prends dans l'autre. Il y a aussi les parents qui ont totalement démissionné. Ça, vous les voyez. Je pense assez souvent. Bah, moi, j'aime pas trop le mot démissionner. Les parents sont pas démissionnaires. Les parents sont démunis face à une situation qu'ils n'arrivent plus à maîtriser quelque part. Et il faut pouvoir les accompagner. Il faut pouvoir les aider. Un parent, quel que soit le parent, même si on a l'impression qu'il ne s'occupe pas de ses enfants, il veut la réussite de son enfant. Il aime son enfant. Il veut la réussite de son enfant, mais sans pour autant que le parent s'implique et fasse ses efforts. Parce que souvent, certains parents pensent ou constatent qu'ils n'arrivent plus à suivre leur gamin parce que eux-mêmes, ils sont pas, comment dire, au niveau de la scolarité, ils ont eu également des difficultés. Et c'est vrai que on n'a pas les. C'est revivre en deuxième échec. Ça peut être considéré comme ça, mais moi je connais des parents qui à un moment donné disent écoute, disent à l'enfant, écoute, moi je peux plus t'accompagner parce que là tu me dépasses quelque part entre guillemets dans l'éducation. Voilà, mais ce sont des parents qui pour autant ne vont pas essayer de suivre, mais et c'est pour ça que nous sommes contre les devoirs à la maison, parce que c'est une accentuation des inégalités entre les parents, entre ceux qui, entre guillemets, peuvent aider, mais encore, qui parfois pensent pouvoir aider leur enfant, mais qui n'appliquent pas la pédagogie qui est appliquée par l'enseignant, donc qui peut perturber l'enfant, et les parents qui se disent, ben moi je ne peux pas, parce que j'ai pas fait d'anglais, j'ai pas fait, j'ai des difficultés en lecture, les lectrices à la Réunion c'est quelque chose de très fort. Donc c'est pas que le parent ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et donc à partir de là, il se retrouve isolé, il se retrouve seul et il finit par baisser les bras parce que c'est pas vers qui se tourner. Et donc c'est aussi le rôle de l'école, des enseignants, de l'administration, mais aussi nous, association de parents d'élèves, d'aider ces parents-là à trouver comment dire, à pouvoir suivre la scolarité. Et suivre la scolarité de son enfant, ce n'est pas faire ses devoirs à sa place ou quoi que ce soit. Alors, ça c'est pour essayer de rester juste là-dessus. Oui. Il y a actuellement, l'État essaye de recruter des professeurs. Actuellement, combien à La Réunion normalement? Alors, je n'ai pas les chiffres sur La Réunion. Il semblerait, selon le rectorat, qu'on est suffisamment pourvu.
Au niveau national, on a ouvert le concours. Voilà. Ici, est-ce qu'il y aura des postes? Oui, il y a des postes qui sont ouverts. Et ça, il y en aura. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a des postes qui sont ouverts. Il y a des élèves, ceux qui sont donc déjà en formation. Quand on a relancé la formation, il faut laisser le temps aussi à ceux qui arrivent de pouvoir se former, donc pour arriver à un roulement. Mais tous les ans, il y a un concours. Parce que... Non, là, apparemment, il y a une volonté de prendre plus de profs. Oui, plus de profs, il en faut. Oui. Moi, comme je disais, selon le rectorat, la Réunion est bien pourvue. Nous, on estime que... Justement, selon le rectorat, dernier classement des académies, qu'est-ce que vous pensez de ce classement où la Réunion n'est pas bien classée? Je pense que tout le monde a déjà fait ce constat de le classement. On est toujours on est à la traîne, on est à la queue, on a toujours des retards en termes de moyens, on a toujours des retards donc dans les résultats, etc. Et on le voit aussi sur les évaluations, tout à fait, toujours critiquées. Tout à fait. Et c'est pour ça que cette volonté donc de réforme, il faut l'accompagner. Alors c'est vrai que la réforme elle n'est pas parfaite. On le dit, on est les premiers à le dire, mais on ne peut pas non plus, entre guillemets, attendre la loi parfaite dans 20 ans, parce qu'en attendant, il y a encore une génération qui va être perdue. Donc, il faut faire avec, il faut l'améliorer, mais il faut accompagner cette réforme. Il nous reste un peu moins de 5 minutes, on va parler de politique. Oui. Alors, le fameux calendrier des jours fériés, qui a été proposé, entre autres, par la députée de La Réunion, Erika Barège, dans le projet de loi de Macron. Aujourd'hui, Hollande n'en veut pas, Valls a confirmé. Qu'est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faudrait donner à chaque culte, à chaque religion, ces jours fériés? Ça me paraît compliqué parce qu'il faudrait déjà définir les jours, il faudrait déjà voir qui y a droit. Est-ce qu'on parle de religion? Est-ce qu'on parle de communauté? C'est assez compliqué quelque part, parce que pas toutes les communautés font forcément référence à une religion. Donc est-ce que c'est des jours religieux? Est-ce que c'est des jours comme le Jour Tamoul, le Jour chinois, le Jour musulman, etc. Ou est-ce que c'est des dates religieuses? Bon, déjà, c'est pas clair. Le contenu, de mon point de vue, n'est pas défini. Et après, il faut qu'il y ait une discussion à ce sujet. Hein. Vous serez de ces personnes qui diraient que chaque personne qui a un culte, s'il a besoin d'une journée, qu'il le prenne sans que ça pose un problème? Je crois que ça se fait déjà, notamment là où je sais, dans certaines collectivités, puisque je travaille en collectivité, où les maires accordent une journée à ces personnes-là. Mais aujourd'hui, si on prend le jour de l'an, tout le monde prend le jour de l'an. Le 1er janvier. Tout le monde est férié. Et sur le calendrier grégorien. Voilà. Et donc, si demain, on a une journée fériée pour le jour de l'an musulman, on pourra en prendre là, mais je parle aussi tamoul ou chinois, est-ce que ça sera pour tout le monde ou ça sera que pour la communauté? Sachant que le jour de l'an chinois n'est pas un jour religieux non plus. Non plus. Pour la communauté chinoise, tout à fait. Pour la communauté musulmane. Ça va être compliqué de dire il y a un jour de l'an pour tout le monde et puis après il y a un jour de l'an par communauté. Donc, je pense que ça mérite débat comme toute chose, mais après il faut définir ce qu'on veut faire. Et c'est pareil pour toutes les fêtes de manière générale, tous les jours fériés de manière générale. D'accord, il nous reste 2 minutes. Alors, la question là, elle est vraiment politique. Oui. Le 22 mars et le 29 mars, on vote pour les départementales. Les collèges, aujourd'hui, dans le projet, dans le deuxième volet de la 3e décentralisation, les collèges restent au département. Qu'est-ce que la future assemblée départementale doit faire mieux ou plus pour que les collèges avancent un peu plus? Alors, déjà, je l'annonce peut-être un petit peu en avant-première, parce qu'on est en train de discuter là-dessus. Nous avons l'intention, d'interpeller tous les candidats par rapport donc à notre vision de l'école. C'est en cours de préparation, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Mais effectivement, le Conseil général a des compétences au niveau des collèges. Donc, nous, ce qu'on souhaite, il faudra qu'on aborde à un moment donné la question de l'état des bâtis, qu'on aborde la question de la chaleur, qu'on aborde la question de la restauration scolaire. Donc il y a des améliorations à apporter. Et surtout, pour nous, un problème qui aujourd'hui est encore fondamental, c'est la problématique à la fois du calendrier, il y a la problématique du calendrier climatique, mais au-delà en plus de cela, quelque chose de plus pratico-pratique, si on peut dire, c'est la problématique des cartables. Le mal au dos, les fournitures scolaires, et donc les casiers ou pas de casiers, voilà. La solution, c'est le numérique. Pardon ? La solution, c'est le numérique. Oui, non, parce que là,
pas... C'est oui et non, je dirais. On y reviendra. Mais sur le calendrier, la rentrée scolaire, on est rentré une semaine après, c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer le 21 ou le 22 janvier, on est rentré le 29. Finalement, la chaleur, cette année, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Oui, mais ce calendrier, de toute façon, on l'a toujours dit, n'est pas adapté à la situation réunionnaise. On est le seul département où on a 4-5 semaines d'interruption dans une année scolaire. Et on est avant-dernier au classement général. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci. Daniel Amouni, merci d'avoir donc répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le président de la FCPE Réunion. Donc merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'invitation. d'avoir suivi ce soir. Merci à Boris et à Réalisation. Merci à vous tous donc de bien continuer votre soirée sur Télé Créole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.